Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, ce ne sont pas seulement les imitations qui vous ont rendu inimitable. En jouant à la carte du rire, mais aussi parfois celle de l'émotion, vous êtes devenu un roi. Comment ? Même si la pièce que vous jouez actuellement s'appelle Inavouable, vous allez nous le raconter aujourd'hui. Bonjour Michel Leb. Bonjour Jacques. Eh bien, on vous avait accueilli tout au début des Clés d'une vie. On n'était même pas encore filmé. Je suis à peine né. Oui, exactement. Et moi, je ne sais même pas si je l'étais. Et on va vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette pièce que vous jouez à la Comédie des Champs-Élysées, Inavouable, hilarante, pour être son sous-titre, et que vous allez jouer en tournée en 2022. Mais avant d'en parler, le principe des Clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. La première que j'ai trouvée, c'est le 10 septembre 1970. Et d'après mes renseignements, c'est votre première rentrée scolaire, mais comme professeur. Ah oui, c'est très juste. Oui. J'enseignais la philosophie, vous voyez. Oui. Alors bon, bien sûr, c'était assez décontracté. C'était pas très. Ça n'a jamais été très sérieux chez moi, la philosophie. C'était une façon d'aborder le monde et la vie d'une manière décontractée, joyeuse, comme dirait Nietzsche. C'est un vieux copain à moi, Nietzsche. Et justement, donc, d'une manière joyeuse. Et c'est vrai que, bon, les élèves étaient ravis, mais sauf que c'était pas du goût, forcément, de la direction qui me disait, faut arrêter de déconner un peu. Parce que moi, j'aimais ça. J'aimais enseigner des choses difficiles, mais avec humour. Voilà. Puis ça s'est pas trop bien passé, puisque je suis resté qu'une saison, si vous voulez. Oui, mais je crois que vous faisiez des dessins avec les philosophes, que vous imitiez les voix des philosophes, non ? Oui, j'imitais Platon, que j'ai très bien connu. Il était très gentil, surtout quand il était planqué dans la caverne. Oui. Et pas dans la caserne, dans la caverne, et où il y avait des mythes. Alors, les mythes de la caverne, c'était assez dérangeant pour lui. Et moi, j'étais très... Les élèves m'enregistraient, ils disaient, il est marrant ce prof, parce qu'il prend l'accent de Platon, qu'il a très bien connu, ou alors des accents de philosophes allemands, comme Hegel ou Kant. Alors, il fallait prendre un accent un petit peu plus dur, en disant, voilà, la notion de devoir à travers l'histoire, etc. Et Hegel qui disait l'histoire dans l'histoire, etc., etc. Je racontais des histoires, en fait, voilà. Et ça leur permettait d'entrer chez eux contents, les enfants. Voilà, mais ça permettait aussi aux proviseurs de venir de temps en temps en classe et Oui, puis dire, bon, ça suffit. Hein. Oui, ça suffit. C'était, je crois, à Bourg-la-Reine ou à Sceaux, le lycée La Canale. Oui, non, c'était dans un cours privé du côté de Bourg-la-Reine. Oui, le cours Florian. Le cours Florian. Mais qui a été ensuite rattaché au lycée La Canale. Ah, c'est possible. Voilà. Mais j'avais présenté ma candidature au lycée La Canale. Ils m'ont refoulé aussitôt. Mais ça, c'était en quatrième et en troisième. Alors, on m'a dit, vous êtes pas bon, tirez-vous. Allez, j'ai dit, c'est dommage, vous avez plein de choses marrantes à vous raconter. Eh bien, on n'en veut pas. Au revoir, monsieur. Allez, voilà. D'ailleurs, à ce lycée, il y a un élève célèbre en primaire qui était Julien Clerc, oui, et qui est arrivé en même temps que la mixité. Donc, il a eu beaucoup de chance. Ah bah... Bon, c'était pas mon cas. Alors, vous avez une agrégation quand même, mais... Non, j'ai pas une agrégation. J'ai passé une agrégation, et je l'ai loupée. Ah, quand même. Oui, mais j'y suis allé. Alors, ces études, Michel Leb, vous les faites parce que votre mère vous a dit il faut que tu aies un métier sérieux si jamais le spectacle, ça marche pas. Voilà, parce que évidemment, les saltimbanques, tout ça, c'est pas bon. Il faut un métier où on a un revenu mensuel régulier pour être sûr. Voilà, alors bon, j'ai dit, écoute, on va essayer, parce que moi, ce que j'aime, c'est les vraies planches. C'est pas les planches des estrades des professeurs. Ce que j'ai envie, c'est d'aller faire mon spectacle, si possible, plus tard, dans les boîtes, etc. Oui, mais en même temps, votre mère y croyait. Elle vous a jamais empêché. Ah, jamais. Ma maman a toujours été extrêmement positive de ce côté-là. Mon père n'a pas donné son avis, vu qu'il était parti depuis longtemps. Mais ma mère a toujours soutenu mes ambitions, mes envies, etc. D'ailleurs, elle était elle-même artiste, elle chantait. Elle chantait très très bien et elle avait un talent de déguisement. Elle se déguisait tout le temps. D'ailleurs, quand on était petit, je me souviens que elle arrivait dans la chambre déguisée. Alors, elle était en espèce de faune avec des grandes cornes et avec une longue queue comme ça. Elle arrivait. Et ça nous faisait peur en fait quand on était gamin. On poussait des cris d'horreur. Mais en fait, à Noël, évidemment, elle se déguisait en Père Noël. Elle faisait plein de choses. En Mère Noël plutôt. En Mère Noël. Elle était formidable, magnifique. Elle s'appelait Mafalda, je crois, elle était italienne. Italienne, oui. Alors, en revanche, vous êtes né en Allemagne, parce que... Oui, ça, c'est les hasards de la vie. Hein. Ouais. Et vous avez grandi, je crois, en Normandie au départ. Oui, c'est ça. Près de Rouen. C'était la campagne, vous aimiez la campagne? Oui. Ben, j'ai toujours été très, très proche de la campagne, même encore aujourd'hui. J'essaye d'habiter dans des lieux où c'est très verdoyant, parce que j'aime beaucoup la campagne. Et j'habitais près de Rouen, près de Louviers, entre Louviers et Rouen, près d'un petit patelin qui s'appelait Pitre. Ça tombe bien.
Alors, en revanche, vous aimiez beaucoup moins l'école, Michel Leb. Ah ben j'ai détesté l'école. Alors j'ai toujours détesté les contraintes, quelles qu'elles soient. Et donc j'ai toujours fait tout le temps ce que je voulais. Vous avez votre brevet de chahuteur. J'ai un brevet, j'ai même une médaille. Et non, j'organisais des chahuts quand j'étais en pension parce que c'était un moyen de m'évader dans ma tête, tellement j'étais enfermé chez les jésuites. En plus, chez les jésuites, je peux vous dire que c'était pas très drôle. Mais d'une manière générale, le fait de déconner, d'animer, de faire le clown, ça me permettait de passer le temps d'une manière plus agréable. Oui, la pension chez les jésuites, ça se passe quand vous avez 10 ans, vos parents se séparent, Oui. et vous vous retrouvez, je crois, Michel Leb, à Saint-François-de-Sales, à Évreux. Évreux, oui. À Saint-François-de-Sales, qui est devenu autre chose maintenant, c'est devenu une Notre-Dame Saint-François, Oui. un truc comme ça. Bon, mais c'était à l'époque extrêmement sérieux et très très sévère. Et bon, je m'organisais moi pour me barrer le plus souvent possible. Alors malheureusement, comme je déconnais tout le temps, j'étais en collé, comme on dit. Je pouvais pas partir en week-end voir mes parents, enfin voir ma mère, puisque mon père était parti depuis un moment. Mais ça me permettait donc de passer le temps, quoi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait comme fugue? On me retrouvait dans Évreux autour d'un flipper. Carrément. Ah oui. Mais ça vous avez en même temps appris dans ce collège la rigueur. La rigueur et la discipline. Oui, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir, vraiment, sinon j'aurais été viré définitivement de ce collège. Alors j'écoutais plus ou moins la façon de se tenir, la façon de parler, la façon de... C'était comme si c'était un collège catholique, il fallait évidemment respecter toutes les fonctions religieuses, tous les thèmes, toutes les normes qu'on nous imposait, et ce qui m'a petit à petit dégoûté de la religion d'une manière générale, si je puis dire. Oui, mais en même temps, vous êtes arrivé trop tôt parce que je crois, Michel Leb, qu'à partir de 77, le collège, faute de prêtre, est dirigé par des laïcs. Oui. Et Oui. ça aurait été peut-être plus simple. Bah oui, puis ça permettait au collège d'introduire des filles, quoi. Voilà. Parce que c'était complètement masculin. Et là, voilà. Et moi, j'ai loupé ça. Alors que je sais que Julien Clerc, lui, il a eu de la chance. Il s'est retrouvé dans ce collège avec donc mixité totale. Et parmi les anciens élèves de ce lieu, il y a Bernard Kouchner et il y a Guy Descartes aussi. Ah oui? Oui, qui a été dans ce collège jeune. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et Guy Descartes, il a un point commun avec vous, c'est la passion du cirque. Car je crois que le cirque est à l'origine de votre vocation grâce à celui dont on va entendre la voix. Oui, j'ai reçu des gifles, mais pas comme ça. Pas sans motif. Achille Moi, quand je Zavata. prenais des gifles, c'était pour... Et c'est vrai qu'Achille Zavata, Zavata, ça a été un déclic pour Michel Leb. Bah ouais, j'ai Achille Zavata. Je lui avais envoyé un petit mot quand j'étais gamin pour faire partie de son équipe. Je disais, monsieur Zavata, je suis dingue du cirque, j'adore ça. Est-ce que vous pourriez me prendre avec vous en tournée un jour? Il m'a jamais répondu. Voilà. Mais il sait qu'il est devenu clown par hasard. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, il ne devait pas être clown. Et il a raté son train et travaillait sur la piste. À la fin, le numéro d'équilibriste qu'il devait faire c'était trop tard. Et on l'a mis sur scène en clown. Et il a improvisé totalement, c'était le succès. Ah oui. À cause d'une histoire de train raté. C'est fou, hein? C'est quelquefois comme ça la vie. Et quelqu'un aussi vous a marqué, celui-ci. Quand on a une fuite à sa baignoire, à qui qu'on téléphone? On téléphone au... C'est le plombier Fernand Reynaud. Ah oui, Fernand Reynaud, oui. Ah bien sûr, parce que en plus, quand j'avais de bons résultats, ce qui était assez rare à l'école, ma mère m'avait dit, si cette semaine tu as un très bon résultat, je t'emmène au Théâtre des Variétés à Paris voir Fernand Reynaud. C'est le premier spectacle comique que j'ai vu, one man show entre guillemets, c'était Fernand Reynaud. Et je sors de la scène et je sors de la salle, pardon. Et là, je dis à maman, je lui dis, écoute, j'aimerais bien aller le rencontrer. Elle me dit, oui, on va demander où il est. Alors on me dit, il est au café d'à côté là. Je me suis précipité avec ma mère au café d'à côté, après le spectacle. Il était en train de siroter un petit coup, là-bas. Je m'approche, je fais bonjour, je viens de voir votre spectacle, j'ai été très impressionné, etc. Ah, il me dit, m'emmerde pas, tu vois bien, là, je bois un petit pot tranquille. C'était assez désagréable. Et je me suis juré plus tard de ne jamais renvoyer balader un petit fan ou n'importe quelle personne qui viendrait me demander quoi, un geste amical, jamais. Et ça m'avait marqué terriblement ce moment
comme ça, c'était difficile hein, pour un gamin. Oui, puis c'était un personnage assez difficile. Un jour, il est en scène et il y a au deuxième rang une jeune fille qui veut manger un bonbon. Il arrête le spectacle, il est descendu dans la salle, enlever le bonbon parce qu'il ne supportait pas le moindre bruit. Ah oui, ça m'étonne pas du tout. Alors, votre premier spectacle, finalement, je crois, et c'est assez inattendu, vous avez joué La Passion du Christ, Michel Leb. Ouais, alors ça, c'est le collège à Bagneux. Quand j'avais quitté Saint-François-de-Sales à Évreux, je suis arrivé à Bagneux. Et on habitait là, près de Bagneux, à Sceaux. Et le prof de français m'avait pris en sympathie. Pierre Gillet, je crois. Pierre Gillet. Et il m'avait dit, si tu veux, on fera un spectacle, La Passion du Christ, d'après Paul Claudel. Tu pourrais jouer, je sais pas quoi, un personnage secondaire, bien sûr, parce que c'est un petit rôle, mais enfin, c'est la première fois que j'ai joué quelque chose sur scène. Voilà. Et c'était... Mais je faisais pas le Christ. Hein. Non, mais vous avez un petit rôle. Mais il faut savoir que ce lycée de Bagneux est classé parmi les 36 établissements de France qui se singularisent par une forte capacité à faire réussir leurs élèves, à amener au bac des enfants qui avaient peu de chances de décrocher le diplôme. Ah oui, bah alors ça n'a pas été mon cas parce que le bac, je l'ai passé 3 fois. 3 fois seulement ? Ouais, 3 fois seulement. Parce que bon, ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais le bac, c'est le bac philo, hein, mais vraiment j'ai ramé. Hein. Alors c'est pour ça qu'après je me suis dit, pour bien faire de la philosophie, il faudrait qu'après j'aille en fac et pour apprendre vraiment sérieusement la philo. Alors je suis allé en fac pendant 4-5 ans jusqu'à l'agrégation. Et ensuite il s'est passé d'autres choses, on en Oui, parle avec une autre date, oui. le 14 septembre 1985. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Leb. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Leb. Nous parlerons tout à l'heure de cette pièce à la Comédie des Champs-Élysées, Inavouable, qui est un moment de hurlement de rire dans la salle chaque soir. Mais là, on revient à un autre moment de rire à la télévision, le 14 septembre 1985. C'est la première de cette émission dont voici le générique. Certains Leb Show, un show trimestriel d'1 an et demi qui a été un véritable événement avec un audimat qui ferait rêver les chaînes d'aujourd'hui, Michel Leb. C'est sûr qu'à l'époque, effectivement, il n'y avait d'abord pas 75 chaînes, il y en avait que 3. Donc les parts de marché étaient énormes et on faisait 10-12 millions de téléspectateurs d'un coup. Donc ça, c'était absolument merveilleux. Eux, on avait surtout les moyens de faire une grosse émission avec des décors différents, avec plein d'artistes, avec un grand orchestre. C'était magnifique. C'est fini tout ça, c'est fini. C'était un show à l'américaine pratiquement. Complètement, oui. Moi, j'invitais plein de stars. Toutes les grandes stars de l'époque étaient invitées à l'émission et Jean-Jacques Goldman, Bruel, Johnny et toutes ces stars de l'époque et qui sont encore aujourd'hui complètement en haut de l'affiche, je les avais invités et il fallait venir chanter une chanson, mais en plus il fallait participer à des sketchs. Alors ils ont tous fait ça avec beaucoup de bonheur et d'envie et ça faisait des émissions originales. Ouais. C'était la tradition des Carpentiers version Michel Leb. Voilà, c'était un peu développé comme ça, absolument, oui. Comment est née cette idée, Michel Leb ? Parce que justement, les Carpentiers avaient, je crois, levé un peu le pied. Et je me dis, il faudrait continuer ça et faire un truc un peu plus encore à l'américaine, avec grand orchestre et tout ça. Et puis surtout parce qu'à un moment donné, on fait de la comédie, de la vraie comédie, quoi. Et on a joué, et il fallait faire des pastiches, il fallait faire des parodies, des personnages différents à chaque fois. Et à chaque fois, on avait un lieu différent. Alors une fois, c'était à Orly, une fois, c'était dans un centre de sport, dans un grand restaurant, au bord de la mer, dans des lieux très différents, dans un collège aussi. On a fait une quinzaine d'émissions comme ça, mais on s'est régalé. Oui, et il y a eu des moments très forts. Je me souviens de Christine O'Krent en train d'interviewer un clown. Et le clown, je crois que c'était Alain Delon, oui. qui avait accepté de jouer un clown qui n'arrivait pas à rentrer en scène. Il n'arrivait pas. À chaque fois, il y avait un truc qui déconnait. Il ne pouvait pas accéder à la scène. Il a fait ça avec bon cœur. Il l'a fait magnifiquement. Ah, mais Delon, quand il est... Ah, ouais. Une facilité, une gentillesse. Une facilité, d'une gentillesse absolument incroyable. Et puis, il y avait Alain Prost aussi, votre copain. Alors oui, Alain, bien sûr. Ah oui, parce qu'au début, Alain, il était... pilote d'un Airbus à Orly et il m'attendait depuis un quart d'heure. Je courais comme un fou pour arriver à l'heure, pour décoller, pour que l'avion puisse décoller dans des bonnes conditions. Mais juste avant, je passais sous l'avion et je vérifiais la pression des pneus. Alors ça, il me regardait par
par le hublot là-haut. Il me dit mais viens. Alors je me grouillais, j'étais le copilote. Ouais. Et alors je lui dis écoute, il me dit t'as vu l'heure, regarde, on est en retard d'une demi-heure. Je lui dis je suis désolé mais je cours partout. Enfin Alain a été magnifique, puis c'est resté un ami évidemment. Oui. D'ailleurs, il a toujours cru en son avenir. Lorsqu'il a débuté, il devait être pilote elf. Il y avait une présélection. Oui. On lui pose une question: que ferez-vous si vous n'êtes pas pilote elf? Il a répondu: je serai pilote elf. Donc on ne peut pas imaginer quelqu'un de plus déterminé. Ah oui, non, c'est sûr. Et c'est quelqu'un que je vois volontiers, régulièrement, que j'admire, qui est d'une simplicité inouïe et gentil, généreux. Voilà, c'est quelqu'un que j'adore. Et un jour, vous avez disputé un match de tennis avec lui qui a changé votre vie, Michel Ah oui, Leb. absolument, parce que à l'époque, à Biarritz, il y avait une espèce de tournoi entre pilotes de F1 de l'époque. Donc il y avait Alain, il y avait Lafitte, beaucoup de stars de l'époque de la Formule 1. Et c'est un tournoi de tennis comme ça qui durait un week-end. Et ce jour-là, je fais un match contre Alain Prost. D'ailleurs, c'est un garçon qui court vite, on le sait. Donc, moi, j'étais un peu à la ramasse. Et il me met 6-3, 6-3, 6-3. Bon, donc, je suis éliminé du tournoi. En mauvais joueur, en plus. Oui, j'ai pas fait la gueule. Surtout que dans l'assistance publique, comme dirait notre ami Francis Blanche, il y avait une brune avec un sourire à 4,95 qui partait de l'oreille droite à l'oreille gauche. Schlang, un grand sourire comme ça, qui se moquait carrément de moi. Et au moment du changement de côté, elle me disait, vous savez, vous devriez monter plus au filet parce que, vous voyez, ce serait plus efficace pour vous. Alors, à un moment donné, je lui dis, bon, si vous vous occupiez de vos oignons, ce serait très bien. Ouais. Et cette histoire d'amour dure depuis 40 ans. C'est fou. Hein. C'est Béatrice, votre femme. Oui. Alors, elle est devenue aussi votre manager et surtout, grâce à elle, vous avez créé une famille qui est un socle essentiel pour vous, Michel Leb. Oui, dans la mesure où moi, j'ai pas eu une famille très solide quand j'étais gamin. Et je me suis dit, bon, alors, si on fait une famille aujourd'hui, on fait attention, on fait pas n'importe quoi, mais je veux que ce soit une forteresse. Un lieu inattaquable, un endroit qui soit à la fois un refuge ou un moyen de me ressourcer et qui soit en même temps une référence, contrairement à ce que moi j'ai vécu quand j'étais gamin, c'est-à-dire une dislocation, quelque chose qui fonctionnait plus, où on se sentait complètement éclaté, une famille éclatée. Ça, je me suis dit jamais je ferai vivre ça à mes enfants. Et j'ai 3 enfants formidables, dont mon fils Tom Leb, c'est moi mais en mieux. Et mes filles Fanny et Elsa qui viennent me donner une petite fille qui s'appelle Gaïa. Voilà, Gaïa. J'ai tout dit, j'ai peut-être mangé sur vos projets. Non, toute l'organisation, c'est parfait. Non, mais surtout qu'en même temps, une famille, c'est de la patience. Et l'école de la patience, vous l'avez appris dans votre métier pendant des années, Michel Leb. La patience. Oui. Pourquoi? Oui, parce qu'il faut débuter, il faut faire des cabarets. Ah oui. Oui, il faut de la patience, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut jamais baisser les bras. Mais moi, j'ai de la chance parce que j'ai toujours travaillé. J'ai commencé à faire des cabarets dans Paris. On vous écoutait pas toujours? Non, parce qu'on dînait, c'était des dîners spectacles, les gens n'écoutaient pas. Et c'était très difficile, hein. Mais ça fait rien. J'aimais tellement ça d'être sur scène, de courir d'un cabaret à l'autre. J'en faisais 5 dans la nuit. Je commençais à 21h30 et je finissais à 3h du matin. Mais ça, c'est formidable, ça. Et c'est comme ça qu'on apprend le métier petit à petit. Ah oui, c'est uniquement comme ça. C'est pas en restant chez soi dans sa salle de bain et en se regardant dans la glace. Hein, le seul problème, je crois que c'est la première télé avec Guy Lux, ça a duré 1 an. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est une histoire ancienne, mais c'est vrai que c'est une télé, première télé avec Guy Lux, j'ai jamais faite. En fait, ce qui m'a complètement zappé. Bon, on peut raconter ça, tout le monde connaît l'histoire. Voilà. Alors, en revanche, on vous a comparé à Jerry Lewis, et je ne sais pas si vous le savez, son premier show, il a débuté parce qu'il voulait séduire une fille. Elle écoutait un disque américain, il s'est mis à faire le clown, et ça a tellement marché qu'il a fait ce métier-là. Ah bon, je savais pas. Dans son adolescence. Oui. Alors, Jacques, vous êtes un puits de science. Vous êtes mon maître. Et votre première imitation professionnelle, c'était celle-ci. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Jean Gabin. Oui. C'est le premier. Pourquoi? C'est venu comme ça? Je sais pas. C'est un pur hasard. C'est parce que je me suis rendu compte l'après-midi, j'étais chez moi et que j'arrivais à l'imiter. C'est un hasard. Voilà. J'apprenais mon code de la route. Oui. Et je disais, alors voici maintenant les signaux d'hiver. Les signaux d'hiver. Et là, ça m'est resté, j'ai dit, tiens, c'est marrant parce qu'on dirait un peu Gabin. Et alors après, j'ai travaillé les signaux d'hiver, et puis les signaux d'été.
et tout ça, quoi. Voilà. Et puis voilà, et donc après j'ai repris ce texte de Jean-Loup Dabadi qu'il avait écrit pour Gabin, et je me suis dit, bon, alors allons-y, mais faisons une parodie de ce texte. Alors, on a fait une parodie. Voilà. Mais en même temps, c'était le début de l'imitation parce que vous ne pensiez pas devenir Non. imitateur. Ah non, pas du tout, mais j'ai commencé par faire du Gabin, après j'ai fait un peu de Bourvil, j'ai fait un peu de choses comme ça, et après, bon voilà... je suis passionné par tous ces acteurs qui sont Michel Simon. Michel Simon, mais le drame, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui connaissent encore Michel Simon ou Pierre Freinet ou des gens comme ça. Les gens, tout est zappé à une telle vitesse que les jeunes aujourd'hui, évidemment, ne connaissent plus du tout ça. Mais c'est très dommage parce que ce sont des acteurs immenses, quoi. Oui, et Gabin... Oui, Gabin, oui, parce qu'il passe en télé. C'est comme De Funès, Bourvil. Ça reste, ça passe très souvent en télévision. Mais sinon, tous les autres, complètement totalement zappés. zappé, oui. Mais Gabin, en même temps, il ne voulait pas faire ce métier de cinéma. En fait, il avait besoin d'argent. Il n'avait plus d'argent avec Gaby Basset, sa femme. Oui. Il était au Moulin Rouge avec Miss Tinguette. Il chantait avec elle la Java de Doudoune. Ah oui. Et on lui propose un film, chacun sa chance. Et il le fait pour gagner quelques sous. Ah oui. Sans imaginer ensuite qu'il ferait une grande carrière. Une Voyez. immense carrière. Alors, votre carrière aussi, ça a été le music hall, ça a été l'Olympia. Le déclic, ça a été l'Olympia surtout. Oui, Gérard Louvain, qui était mon producteur à l'époque, me dit on va faire l'Olympia. Je lui dis attends, on va faire l'Olympia comme ça. Il me dit oui, on va se jeter à l'eau, on va faire l'Olympia. Et il a eu bien raison parce que ça nous a apporté vraiment, ça a ouvert toutes les portes. Et Jean-Michel Boris, qui était donc à l'époque le directeur, c'est en accord avec Gérard Louvain, ils sont mis d'accord pour que je fasse une semaine à l'Olympia comme ça en plein mois d'avril 84. Je dis bon, on va y aller, tant pis, allons-y. Ils se sont démerdés comme des chefs. Surtout Gérard, qui était un remarquable manager. C'était un petit peu mon René à moi. Voilà. Et voilà, donc on s'est jeté à l'eau et on a fait un Olympia magnifique pendant une semaine. À telle enseigne que je suis revenu 6 mois plus tard pour faire toutes les fêtes, etc. Et c'était le début. On parle d'une autre date importante pour vous, le 24 octobre 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Leb. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Leb. Avant de parler d'Inavouable, une comédie à la Comédie des Champs-Élysées que je vous recommande si vous aimez rire, ce qui ne m'étonnerait pas. On va revenir à une date importante, 24 octobre 1995. Ce sont les 50 ans de l'ONU. Et quel est le spectacle à l'ONU? Michel Leb. Ça, c'est totalement inattendu. Oui, mais bon, l'Amérique, on rêve tous d'Amérique, donc... de fil en aiguille, je me suis débrouillé pour aller faire des spectacles à New York. Donc, on a fait un spectacle au Town Hall qui était un truc, bon, pour la communauté française de New York, mais bon. Et de fil en aiguille, rencontrant des gens sur place, ça, finalement, arrive un producteur qui me dit, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, franco-américain, qu'on fasse pour les 50 ans de l'ONU, on fait un spectacle à l'ONU. C'est vous que j'aimerais avoir. Bon, je suis écoutez, faut faire gaffe parce que moi je fais plein de choses différentes, vous voyez, et je prends beaucoup d'accents. Oui, je sais, vous prenez des accents de toutes sortes, et surtout des accents africains. Ça, justement, je vous demanderais d'éviter d'aller prendre des accents africains et éventuellement chinois ou tout ça, ou arabes, évidemment. Donc, parce que c'est l'ONU quand même, vous savez, bon, même si on est assez démocratique, quand même, je voudrais faire attention. Bon, alors, une demi-heure avant le spectacle, il me dit surtout, je vous ai bien prévenu, hein, soyez sérieux, parce que... Je dis, mais vous inquiétez pas, je ferai mon spectacle normalement, et je serai extrêmement discipliné. Le spectacle commence, tout ça. Bon, il y avait 500-600 personnes, avec de tous les pays étaient représentés, et il y avait évidemment toute une partie africaine très importante de plusieurs pays africains qui étaient représentés par des femmes en boubou magnifiques, etc. C'est une très belle soirée, très prestigieuse. Et naturellement, à un moment donné, j'aborde le sujet africain. Et je dis, voilà, on m'a dit d'être extrêmement prudent et de ne pas trop faire l'africain. Là-dessus, je me fais siffler par toute la partie africaine de la salle. Non, africain. Il voulait absolument que je fasse l'africain. Alors, je me tourne vers l'organisateur du spectacle. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Il dit, allez-y, puisqu'il demande. Alors,
Et j'y vais. Et je fais l'Africain. Ça s'est passé magnifiquement bien. Il n'y a pas eu le moindre problème. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, c'était dans un climat d'amitié, sans aucune forme raciste, évidemment. Bon, bref. Ah Voilà. les meilleures histoires africaines, je les ai entendues par l'oncle de Yannick Noah, Oui, bien sûr. qui adorait raconter ça et qui hurlait. Voilà, c'est... Et Yannick Noah, avec moi, on a fait des sketchs chez les Carpentiers où on était tous les deux en boubou. Hein. Ouais. Alors, il faut savoir que l'ONU, ça a été créé le 24 octobre 1945, et la troisième Assemblée générale qui a défini la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est à Paris, au Palais de Chaillot, le 21 septembre 1948. Il y a eu 83 jours de travail effectif, et ça a été tellement célèbre dans le monde entier que la Folle de Chaillot, qui était la pièce de Giraudoux, a été montrée à Broadway à la suite de ça. Ah bon, C'est ça, fou. je savais pas. Chaillot tout est ça. connu grâce aux Nations Unies. Ah d'accord, très bien, merci. Alors, vous avez fait aussi des spectacles de jazz, et ça, c'est votre passion. Ah oui, mais ma principale qualité, entre guillemets, si ça peut être une qualité, c'est l'éclectisme. J'aime beaucoup faire des choses très différentes. Et je trouve que ça évite de tomber dans la routine, etc. Et tout d'un coup, monter un spectacle de jazz et chanter avec le grand orchestre de Count Basie, qui a accompagné toutes les grandes stars américaines, de Fitzgerald à Sinatra, en passant par Sammy Davis, etc. Pour moi, c'est vraiment ma passion. Et chanter avec cet orchestre-là, ça a été une révélation sublime, quoi. Et comment ça s'est fait? Vous connaissez cet orchestre? Non, parce que je me suis occupé du festival de jazz de Nice pendant plusieurs années. Oui. Et un des comment on appelle ça, d'un programmateur du festival que j'avais engagé connaissait très très bien le directeur de l'orchestre de Count Basie, et donc il a demandé, parce que j'avais dit, écoute, moi j'ai une petite cassette, j'ai enregistré des chansons en anglais, est-ce que tu peux leur faire écouter ça au directeur de l'orchestre de Basie, qui a écouté, qui a dit oui, c'est très bien, on le prend avec nous en tournée. Je dis quoi? Mais pas possible, je vais pas faire une tournée avec l'orchestre de Basie. Si, ça va être très bien. Et nous voilà partis sur les routes de France avec cet orchestre mythique. Et surtout, me voilà à New York avec l'orchestre Waldorf Astoria, qui est l'hôtel, pour ceux qui connaissent, l'hôtel le plus mythique de New York. Et là, au ballroom, c'est-à-dire là où il y a les soirées, les machins, avec l'orchestre de Basie, j'entre en scène et pour chanter pendant 1 heure devant tout un parterre de célébrités new-yorkaises. C'était très impressionnant. Mais le problème, c'est que Michel Leb à New York, par les Américains new-yorkais, pour eux, c'était personne, quoi. Donc, ils m'ont vu arriver, ils se sont demandé qui j'étais. Ils ont attendu 1 heure pour que, enfin, ils puissent comprendre ce que je voulais. Et en fait, je voulais rien, je voulais juste chanter. Et ils étaient très contents de me voir arriver, mais ils étaient aussi très contents de me voir partir, parce que ça n'apportait rien de plus pour eux. Mais enfin, je me suis régalé quand même, régalé de chanter dans ce contexte-là. Voilà, et tout est parti de cette chanson. Alors, What I Say, qui est né d'ailleurs d'une improvisation, c'est-à-dire qu'en 58, un soir de décembre, il fait ce morceau de 7 minutes, ça fait un tel succès qu'il va l'enregistrer, et ça va être les 2 phases d'un 45 tours, tellement il va être long. Parce que c'est le morceau avec lequel Ray Charles a terminé tous ses concerts. Ouais, tout le temps. Et vous, je crois que c'est la découverte grâce à un 45 tours que vous a offert votre mère quand vous aviez 12 ans. Voilà, exactement. Ma mère m'a offert un album, pas un 45 tours, un album de jazz, enfin de Ray Charles, et où il chantait un petit peu comme Nat King Cole, hein, mais il était très influencé par cette star noire américaine, et donc moi je suis tombé complètement amoureux de sa voix, complètement fou. Je suis allé à l'Olympia le voir chaque fois qu'il passait. Ray Charles, ça a été pour moi une révélation musicale énorme. C'est le père de tous les chanteurs de soul et de blues d'aujourd'hui. Et alors donc, ce qui avait de tout à fait incroyable dans ma vie, c'est qu'un jour, une émission m'est consacrée sur France Télévisions, qui s'appelait à l'époque, animée par Mitterrand, par Frédéric Mitterrand. Non, parce que son oncle n'était pas disponible. Et il avait d'autres chats fouettés. Hein. Oui. Et donc Frédéric Mitterrand m'invite dans cette émission, C'est votre vie, ça s'appelle. Oui. Et puis là, il y a plein d'artistes qui défilent. Et tout d'un coup, je me mets au piano, je chante, je fais une imitation de Ray Charles. Et 5 minutes après, il me dit « Mais il y a quelqu'un qui imite beaucoup mieux Ray Charles que vous, c'est Ray Charles lui-même. »
Et bon, je vois arriver Ray Charles en chair et en os et qui se met à chanter pour moi avec l'orchestre qui était là, l'orchestre je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, mais peu importe, c'était un orchestre formidable. Et là, Ray Charles chante. Et alors après, bon, évidemment, il y avait Karl Aznavour qui était là, il y avait tout le monde, il y avait Guy Lux, il y avait Lynn Renaud, enfin, il y avait une ambiance absolument incroyable. On s'est embrassés tous. Ray Charles, il dit, ouais, je vous ai vu à la télé dans ma loge. Ah oui, d'accord. Ray Charles qui dit ça, c'était I was watching you on TV. Alors bon, et finalement après on a été dîner ensemble. C'était une soirée pour moi inoubliable d'avoir Ray Charles en face de moi à table et de parler avec lui, quoi. C'était absolument génial. Oui, et ce qui est moins génial, c'est que vous n'avez jamais appris la musique, Michel Leb. Non, jamais appris. J'ai toujours fait tout à l'instinct, tout comme ça, au feeling, comme on dit. Et je me suis jamais. Il y avait rien de plus chiant, excusez-moi, pardonnez-moi l'expression, d'apprendre le solfège. Alors j'ai dit non, on n'apprendra pas le solfège, on fera de la musique comme ça, pour le plaisir. Voilà. C'est-à-dire musique à l'oreille, mais dès qu'un professeur arrivait, plus rien. Ah ben non, je supportais pas les contraintes. Mais bon. Il y a quand même une chose que vous avez appris, c'est la direction d'orchestre. Ah oui, alors ça c'est encore autre chose. Oui, rêver de diriger un philharmonique, ça m'a toujours trotté dans la tête. Et quand j'ai vu l'immense Danny Kaye, qui était un Comédien fabuleux. Un comédien fabuleux américain, extrêmement drôle. Et je l'ai vu qui dirigeait un orchestre en blaguant tout le temps et en faisant des gags en permanence. J'ai dit, ça, faut que je fasse. Et j'ai donc construit, on a réuni une quarantaine de musiciens avec Béatrice, ma femme, qui a monté le spectacle avec moi. Et on a fait ce spectacle qui s'appelle Ilharmonique. Ilharmonique, c'est donc un spectacle qui est destiné à faire rire les gens, mais en même temps à distiller de la bonne musique. Alors on a fait du Bach, du Mozart, du Mendelssohn, du Beethoven, etc., etc. On a fait Carmen de Bizet, on a fait tas de choses comme ça, et c'était d'une manière extrêmement comique. Et évidemment, ça a marché. On a fait une grosse tournée. C'était énorme. C'était un truc très lourd à trimballer. Oui, surtout qu'il a fallu apprendre à diriger un orchestre. Alors oui, j'ai appris avec Stéphanie Fontana-Rosa, qui était donc la fille du merveilleux musicien qui est Fontana Rosa, et là j'ai appris à rythmer les choses, et surtout j'avais un très bon premier violon qui lui envoyait parce que si tu fais pas un geste précis, l'orchestre part dans tous les sens, tandis que lui, ce premier violon, il fallait le regarder parce qu'il donnait le top départ, et moi je pouvais faire semblant de faire la direction d'orchestre pendant 2 heures. C'était extraordinaire. Et d'ailleurs, le premier violon, au départ, jusqu'à la fin du 19e siècle, c'est lui qui dirigeait l'orchestre. Le chef d'orchestre n'existait pas. Non. Le premier chef d'orchestre, c'est un certain Hans von Bülow, qui a dirigé un grand orchestre. Comment il va, hein? Il est mort en 1894. Ah bon. Eh ben écoutez, moi je dirigeais de la main gauche. Oui. Alors évidemment, ça perturbait un petit peu l'orchestre. Les gens n'ont pas trop l'habitude de voir diriger de la main gauche. Mais enfin bon, c'est un détail. Voilà. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous a marqué aussi, mais ça, il a marqué le comédien Michel Leb. Papa, maman, abonnez-moi. On a une radio qui marche pas. Ah, oui, mais on a un appareil photo qui marche drôlement bien. Robert Lamoureux, Ah ben, un appareil sketch photo qui a été entièrement, écrit, je ne sais pas si vous le savez. Un matin, il doit faire une émission de radio l'après-midi. Il manque un sketch. Jean-Jacques Vital, le producteur, l'appelle. Il dit, il faut que tu trouves un sketch. Et dans les toilettes, il écrit Papa, maman, abonnez-moi, qui est devenu un succès. Oh, c'était formidable ça. J'ai toujours adoré Robert Lamoureux. Je trouve qu'il avait ce sens, évidemment, cette gouaille. D'ailleurs, dont Coluche était l'héritier sûrement, cette façon de parler très parisienne. Et puis alors, il avait écrit une pièce qui s'appelait La Brune que voilà, et qui est devenue Le Tombeur. Je suis allé le voir, je lui ai dit, écoutez, moi avec Gérard Louvain, on est allé voir s'il n'avait pas des sketchs. Il me dit, j'ai pas des sketchs, mais j'ai une pièce que j'ai jouée qui s'appelle La Brune que voilà. On a lu ça, on l'a transformé en Tombeur, parce que le sujet était formidable. Et surtout, vous êtes l'un des rares Michel Leb, et c'est à mettre à votre actif, à vous être occupé de Robert Lamoureux, parce que personne ne pensait plus à ce génie quand il avait 90 ans. Oui, c'est vrai. On a réussi à lui faire avoir une médaille, la médaille Vermeil de la ville de Paris. Et tout le métier était là. Et bon, parce que je me suis débrouillé pour que ça se fasse, parce que Robert Lamoureux était une star immense à une époque. C'était une idole. Et les gens, après, il a fait beaucoup de théâtre, mais les sketchs comme Papa, Maman, Le Canard était toujours vivant, enfin tout ça. La promenade en mer. La promenade en mer. J'adorais ça. Je peux encore écouter ça aujourd'hui. Je me marre. Et mes enfants aussi. Non, mais c'est vrai. On a été un peu ingrave à la fin de sa carrière, malheureusement. Oui, mais comme beaucoup de gens, d'ailleurs, on oublie un peu trop certains humoristes. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, il y a eu aussi une chose étonnante, c'est que... Mais vous ne m'oubliez pas. Et réciproquement. Et c'est que vous avez fait des pièces comiques, mais il y a eu aussi 12 hommes en colère. Et c'est là où on voit l'éclectisme de Michel Leb. Ben oui, ça fait partie des choses que j'aime faire, c'est-à-dire
faire des volte-face, quoi, faire des choses auxquelles on s'attend pas forcément. Donc, 12 hommes en colère, on m'avait dit, mais t'es fou, qu'est-ce que tu as un boulevard sur la comédie pure, qu'est-ce que tu vas aller faire une pièce dramatique comme ça? J'ai dit, moi j'ai envie de le faire, j'en ai besoin. C'est un besoin personnel, j'ai besoin de ça. Surtout que ça traitait d'un sujet important qui était l'intolérance, justement les a priori qu'on peut avoir sur les différentes personnes et différentes races. Et 12 hommes en colère, ça a été un tournant dans ma carrière. Ça m'a permis de jouer d'autres pièces plus sérieuses, tout en continuant à faire des comédies. Mais par exemple, j'ai joué une pièce qui s'appelait Amitié sincère, avec Bernard Murat. Et cette pièce était une comédie écrite, mais géniale, mais avec un fond très grave, très sérieux. Et c'était écrit par Archinard et Prévost-Lagoni, qui sont en train d'écrire la suite 20 ans plus tard. Alors ça, je vais me précipiter dessus, parce que vraiment, c'est une pièce très belle et très drôle. Voilà. Et en attendant, on va se précipiter à la Comédie des Champs-Élysées et on va en parler avec une autre date, le 17 septembre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Leb. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Leb. Je voulais annoncer au début de l'émission, il y a une pièce qui se joue à la Comédie des Champs-Élysées, Inavouable, avec Michel Leb. Ça a débuté le 17 septembre 2021, mais c'est une aventure aussi qui vous touche beaucoup, parce que c'est un vaudeville pas comme les autres. C'est un vaudeville pas comme les autres. Alors, première raison pour laquelle je suis très ému de jouer cette pièce, c'est qu'elle a été écrite par Éric Assous, qui a d'abord été l'auteur d'un nombre incroyable de pièces à succès, dont Nos femmes, avec Daniel Auteuil, Richard Berry et Thierry Lhermitte, et qui était mon ami. Avec Jean-Luc Moreau, on se connaît depuis tellement d'années. Et ce fripon d'Éric Assous nous a quittés l'année dernière, au mois d'octobre, brutalement. Et ça a été terrible, parce que bon, le Covid est dans l'ambiance qui était déjà très lourde. Quand Éric est parti, on a pris un vieux coup sur la tête, quoi. C'était terrible. Mais la pièce était là. Et j'ai dit, bon, allez, on va jouer cette pièce dès qu'on peut. Et on a commencé le 17 septembre de cette année. On a commencé à la Comédie des Champs-Élysées. Et c'est une pièce formidable, mais vraiment géniale. Oui, alors quand vous l'avez lu, vous avez dit tout de suite, c'est pour moi. Ah ben c'est pour moi. Je me demande même s'il l'a pas un peu écrite pour moi, tellement c'est parfait. Et je partage la scène, évidemment, il faut le dire, avec Florence Pernel, que beaucoup de personnes connaissent, puisqu'on la voit souvent dans des émissions à la télévision, dans des films, La Crime. Et donc, c'est une actrice merveilleuse avec laquelle je partage des moments délicieux sur scène où on s'amuse comme des enfants. Et le public ne s'y trompe pas, il rit d'un bout à l'autre. Ah ça, c'est impossible de ne pas rire, parce que c'est une pièce construite comme un vaudeville, c'est-à-dire que les rebondissements sont nombreux et inattendus. Oui, voilà. Mais c'est pas les portes qui claquent, c'est pas ça. C'est pas des histoires à la Fédo, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment moderne, c'est une pièce d'aujourd'hui qui peut arriver à tout le monde, cette histoire de tromperie, de non-dit dans les maris, dans les couples, des tas de choses qui ne sont pas dites et qui tout d'un coup se révèlent petit à petit, et ça donne lieu à des explosions au sein du couple, mais en même temps sur scène où les gens explosent de rire. Voilà. Alors dans ce sens-là, c'est génial. Alors l'histoire, vous êtes retraité, ce qui n'est pas votre cas. Non, je suis absolument pas le physique d'un retraité. Voilà. Non. Et vous êtes obsédé par les réunions de copropriétaires dans l'immeuble. Oui, enfin, je suis pas obsédé par ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive chez moi après une réunion qui a duré un peu longtemps, j'apprends que mon fils et ma belle-fille vont se séparer et vont nous laisser pendant quelque temps mon petit-fils, quoi, qui s'appelle Roberto. Et voilà. Et ça donne lieu. Alors évidemment, ça crée un moment de difficulté au début de la pièce, mais il va falloir, à partir de là, qu'un certain nombre de choses soient révélées. Et alors, j'apprends que mon fils n'est pas mon fils, je passe des détails, que ma belle-fille, c'est une relation que j'ai eue à un moment. On va rien dévoiler parce qu'il faut laisser le suspense. Oui, mais c'est formidable. Non, mais alors surtout, on s'attend pas à ce qui se passe, c'est que c'est une mécanique huilée à laquelle vous avez apporté votre style. Oui, parce que le personnage en prend plein la figure pendant 1h30. C'est un personnage un peu comme ça, sûr de lui, qui arrive sur scène en disant, bon voilà, la réunion était très longue, mais enfin maintenant ça va bien se passer. Bon alors, tout va bien. Il gère tout, il est content. Et petit à petit, ce mec qui est quand même
sûr de lui, tout va bien. Petit à petit, il en prend plein la figure au fur et à mesure de la pièce et à la fin, il est complètement rétamé. Et cette apparence de mauvaise foi permanente et puis un petit peu d'arrogance, finalement, on le remet à sa place rapidement et il devient docile, comme un bébé, il devient extrêmement... c'est une évolution formidable. Voilà. Et surtout, c'est une situation, effectivement, qui peut arriver à tout le monde. Une phrase de trop peut changer votre vie, Michel Leb. Ah bah une phrase de trop, oui, bien sûr. Dans la pièce, je ne vais pas aller dans les détails, mais il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, quelquefois, pour que les choses basculent dans le mauvais sens. Et je vous dis, encore une fois, ce personnage sûr de lui, riant, souriant, avenant, machin, petit à petit... il est ridiculisé. Et ça, c'est très drôle à jouer. C'est-à-dire que finalement, être de mauvaise foi, le mensonge, tout ça, Oui. ça peut permettre des possibilités comiques très, bien très sûr. vastes. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des non-dits depuis 25-30 ans qu'on est marié avec Florence Pernel dans la pièce. Alors, bon, évidemment, ces choses-là s'accumulent, le temps passe, et là, 25 ans après, ou presque 30 ans après, on met tout sur la table. Pensez bien que ça surprend. On s'attend à tout sauf à ça. Sauf à quoi vous verrez la pièce. Voilà. Ça s'appelle Inavouable. Alors, il y a des tas de choses que je ne peux pas vous dire. Exactement. Alors, il faut savoir aussi, vous l'avez dit, ce ne sont pas des portes qui claquent. Fédo, c'était des portes qui claquent. Je sais que le Dindon, un jour, pendant qu'il faisait jouer au départ, il y a un spectateur qui est mort de rire vraiment dans la salle. Oui. C'est arrivé aussi à Jean Lefebvre dans Pauvre France. Ah oui. Au deuxième rang, un spectateur s'est effondré Oui. avec une crise cardiaque suite au rire. Ça m'est arrivé aussi. Ah bon? Pas moi, mais un spectateur dans la salle. Mais il s'est passé aussi un chose amusante. Vous savez que quand vous êtes sur scène et que vous faites un one-man show, par exemple, parce que j'en ai fait quelques-uns, et qu'au premier rang, il y a un mec qui se marre pas, vous ne voyez que lui. Alors que toute la salle se marre, là, ce mec-là ne se marre pas, vous voyez que lui. Ah, j'étais désespéré, je me dis, j'arrive pas à le faire rire. Je retourne dans ma loge après le spectacle, on frappe à ma porte, et là, je vois ce monsieur tout gentil, qui vient avec un petit sourire. Je lui dis, bonjour monsieur, mais je vous reconnais, vous étiez au premier rang, et c'était dur, vous avez dû vous ennuyer beaucoup, parce que vous n'avez pas ri une seule fois. Mais je ne peux pas rire. Ah bon, pourquoi vous voulez? Non, parce que je suis asthmatique et j'ai mal aux côtes, et si je ris, je risque de m'étouffer, donc je meurs. Alors, je ne ris pas. Alors, je dis, c'est horrible, c'est affreux. Donc, je voulais vous en raconter une dernière, il n'en est pas question. Non, surtout pas. C'est extraordinaire, ça. Alors, le public rit beaucoup, mais rit aussi quand vous riez, parce qu'il y a des moments d'improvisation. Bon, on a du mal à tenir, hein. C'est vrai qu'il y a des moments d'improvisation, mais tout dépend évidemment de la salle. Mais comme la salle en général est très chaude et très prête à ce que ça démarre dans tous les sens, alors moi j'y vais. Moi, vous savez, le métier c'est quoi? C'est offrir au public ce qu'il attend. Alors, il attend qu'on déconne, il attend qu'on rit, il attend qu'on y aille à fond. Moi, je ne me prive pas. Je ne suis pas économe du tout dans ce domaine. J'y vais à fond. Voilà. Et le soir où j'étais là, j'ai vu effectivement, vous êtes trompé dans une phrase et ça c'est parti en boucle. Et oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, parce que le public, finalement... Bon, évidemment, si vous jouez Molière, si vous jouez Racine ou Corneille, vous pouvez pas trop déconner avec les mots, parce que cette tombe carrée, c'est des alexandrins, donc vous pouvez pas déconner. Là, c'est pas des vers, c'est libre, c'est dans la conversation naturelle, donc si un mot surgit qui est pas le bon, et qu'on se rend compte que c'est pas ça, c'est pas très grave, on se rattrape aux branches. Voilà, Francis Blanche l'a fait souvent, où il improvisait. Adieu Berthe, certains soirs, il jouait à Paris, c'était une demi-heure de plus. Oui, c'est ça. Et des fous rires... la cage aux folles, c'était carrément une demi-heure de plus aussi. Ah ça, soir, je me souviens, j'étais là-bas, et Serrault doit rentrer en scène après être sorti, il a refusé de rentrer. Une demi-heure de négociation. C'est formidable. Mais c'est ça la comédie, non? Mais le théâtre, c'est extraordinaire, le théâtre. D'abord, vous partagez le trac à plusieurs, vous n'êtes pas tout seul. Parce que quand vous êtes tout seul en one-man show, je peux vous dire que vous fouettez. Hein, parce que là, c'est terrible. Vous êtes tout nu devant les gens. Là, c'est autre chose. Mais le théâtre, on partage le trac. Et puis, on a des partenaires sur lesquels, quelquefois, on peut se reposer un petit peu. Je viens de finir une magnifique pièce avec Pierre Arditi, qui s'appelait Compromis. Il s'appelle toujours Compromis d'ailleurs, et avec Arditi, on a fait des moments merveilleux. On se piégeait mutuellement, quoi. C'était très très drôle de jouer avec lui. En tout cas, je me suis bien amusé. Qui a été arrêtée, je crois, la tournée par la pandémie. Oui, exactement. C'est arrêté il y a 1 an et demi, et on a cessé. On n'a plus d'activité à cause de la pandémie. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là? J'ai écrit une pièce. D'accord. Voilà, j'ai écrit une pièce qui s'appelait Les Pigeons. Voilà. Vous jouerez peut-être un jour. Que je jouerai sûrement, que j'ai envoyé à des acteurs. J'attends des réponses.
Alors, il se trouve aussi que cette pandémie a fermé beaucoup de théâtres, mais là, par le bouche à oreille, c'est plein. C'est-à-dire que les gens adorent venir voir un vrai vaudeville et rire en ces temps difficiles. Ah, mais surtout maintenant, parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans bientôt que les gens souffrent. Ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas vivre librement. Tandis que là, on sent qu'il y a un engouement pour le spectacle humoristique et pour les choses drôles et pour les bonnes pièces, parce que la pièce est très bonne. Et donc là, on sent que le public est chaud. Vous savez, c'est comme si ils avaient été privés pendant des années d'un bonheur immense. Et là, on sent qu'ils se jettent là comme dans une eau bienfaisante. Ils nagent dans le bonheur tout le temps pendant 2 heures. Ça, c'est formidable, ça. Oui, vous avez été aussi privé de tout et c'est aussi un bonheur de retrouver le public. Et voilà, mais moi aussi, les rires, c'est quelque chose qui vous apporte une énergie. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils vous donnent une énergie immense. Alors, on rit beaucoup, il y a des improvisations, mais la rigueur est totale dans cette pièce. Ah oui, il faut être... Vous savez, ces pièces-là, c'est des mécaniques qui sont extrêmement précises. Si on ne fait pas les choses sérieusement, si on casse le rythme, si on prend une chose pour une autre, si on modifie à la fois la mise en scène et le texte, alors c'est même pas la peine de jouer. Il peut y avoir un petit dérapage, un mot ou quoi, mais pas grand-chose. Mais ça, il faut respecter la mécanique. C'est ce que vous avez toujours fait, que ce soit dans Le Tombeur ou autre pièce. Ou tout, 12 ans en colère, ou Madame Doubtfire. J'ai joué ça, je me suis régalé à jouer ça. Il fallait aller vite, là. Il fallait se changer. J'étais en mamie pendant 20 minutes et hop, tout d'un coup, en jeune homme. Donc ça, il fallait faire vite. L'exemple type, c'est Robert Derry avec Les Branquignoles. Ah oui. Une rigueur absolue. Et un soir, Pierre Tornade a le malheur de rajouter une phrase au dialogue. Aïe. Il s'est fait secouer les puces par Robert Derry pendant 3 jours. Eh oui, mais c'est normal, c'est normal. Tout est pensé, millimétré, écrit au millimètre. Si on sort des rails, c'est pas possible. Alors, il y a 2 jeunes comédiens qui vous accompagnent, Arthur Fenwick et Alice Roucoulès. Oui. Et c'est des gens qui viennent du café-théâtre, qui viennent de la télé. Oui. C'est la relève, ce sont des gens qui travaillent et qui doivent suivre ce rythme. Ah oui, parce que Arthur Fenwick, je le connais, j'ai joué déjà 2 pièces avec lui. Il a toujours 30 ans, lui, il change pas. Il joue mon fils dans cette pièce inavouable. Et Alice Rocoul, je la connaissais pas, elle est formidable. Elle joue ma belle-fille. Et c'est un plaisir de jouer avec des jeunes acteurs de 25-30 ans parce qu'ils ont une énergie qui est communicative. Et alors Fenwick, c'est le fils de Jean-Noël Fenwick qui a écrit une pièce sur les Palmes de Monsieur Schultz. Les Palmes de Monsieur Schultz, qui a fait le tour du monde pendant des années. Oui. Et les 70 premières représentations, il n'y avait personne. Ah oui. Et puis un jour, ça a démarré, ça n'a plus cessé. Arrêté, ouais. Et alors, il y a un rêve quand même que vous caressez, Michel Leb, c'est jouer Cyrano. Oui, mais alors il faudra pas trop tarder parce que Cyrano, il a pas 75 ans, hein, il a 60, ça peut être 60 Ouais. maxi. Mais bon, moi, comme si vous voulez, je ne fais pas mon âge, Oui. je peux un jour le jouer. Vous faites tous à votre âge en général. Mais non, mais vous savez, la comédie, ça maintient jeune. Alors, mais Cyrano, il faut savoir que la chanson de Police Roxane a été écrite par Sting après qu'il ait vu une affiche de Cyrano de Bergerac dans un hôtel. Ah oui, C'est fou, ça, hein. je le savais, ça. Alors, cette pièce va donc se prolonger jusqu'au 2 janvier. Je précise que c'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h. Et après, vous partez en tournée. Après, on fait une énorme tournée qui va m'emmener jusqu'en décembre 22. C'est-à-dire que c'est préparé à l'avance, ça. Ah, tout est planifié. J'ai en tout pas loin de 100 dates, quoi. Voilà. Mais avec le même bonheur de retrouver le public dans toute la France. Absolument, mais c'est une joie pour moi, pour le public aussi, parce que chaque fois que les gens viennent dans la salle, ils savent qu'ils viennent pour un soir, quoi. C'est comme une première, en fait, chaque fois qu'on est en tournée. Et ça, c'est grand pour le public, c'est grand pour moi, pour tous ceux qui jouent avec nous, d'ailleurs. C'est un grand moment. Oui, et c'est un public qui vous suit depuis des années, qui vous est fidèle. Depuis tout le temps, depuis 45 ans maintenant. Et qui est habitué à ce que vous passiez d'un one-man show à une pièce drôle ou tragique. Voilà, ils ont l'habitude, ou même que je chante. Oui. Je peux chanter aussi. Et alors, l'avenir, la retraite, non? Mais qu'est-ce que c'est que ce mot terrible? Voilà, oui. Non, vous ne me parlez pas de ça, s'il vous plaît. Non, c'est comme Molière, moi. Je voudrais tomber sur scène un jour. Le plus tard possible. Oui, bien sûr, bien sûr. Et cette pièce, aujourd'hui, est-ce que la pandémie vous inquiète? Est-ce que vous pensez qu'il faut, au contraire, faire beaucoup d'humour pour combattre tout ça? L'humour est la seule arme possible. C'est une arme extraordinaire.
faire rire, il n'y a rien de meilleur. Pour moi, pour le public et pour tous ceux qui font de l'humour, c'est un moyen de survivre. Et même de vivre. C'est pour ça Oui. que j'encourage celles et ceux qui nous écoutent, et ils sont nombreux, à venir vous applaudir dans Inavouable, où vous jouez avec Florence Pernel. C'est du mercredi au samedi à 20h30 et le dimanche à 15h à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'au 2 janvier. Donc le spectacle idéal pour les fêtes. Ah, tout à fait. Voilà. Eh ben, ne changez rien, continuez comme ça. Non, je ne changerai rien, il n'y a aucune raison de changer. Aucune raison. Eh ben alors continuons comme ça. Merci Michel Leb. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.